Au début du XXIe siècle, Internet avait complètement envahi notre existence. Les communications, le divertissement et le commerce sont devenus de nouveaux territoires à conquérir. Alors que Google, Facebook et Amazon allaient dominer pendant des décennies, tous les premiers utilisateurs n'ont pas connu autant de succès. Alors aujourd'hui, nous revenons sur certains sites web oubliés des OTT. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Weird History, puis laissez un commentaire pour nous dire quelles autres distractions disparues vous souhaitez découvrir. D'accord, ça promet d'être intéressant. Comme l'air que nous respirons, les réseaux sociaux sont inévitables et de plus en plus toxiques. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant que Facebook et Instagram ne deviennent Meta, que TikTok ne ruine notre attention et que Twitter ne nous permette de partager toutes nos pensées. Friendster était novateur, illustrant notre interconnexion à travers des cercles de connaissances. Plus de 3 millions d'utilisateurs se sont inscrits dans les premiers mois après le lancement du site en 2003 et Friendster était tellement populaire que Google a proposé de l'acheter pour 30 millions de dollars cette même année, mais l'offre a été refusée, ce qui est aujourd'hui considéré comme l'une des pires décisions de l'histoire de la Silicon Valley. Avec le temps, la baisse d'utilisation due à la concurrence d'autres sites de réseaux sociaux a poussé Friendster à se tourner vers les jeux sociaux avant de fermer définitivement en 2015. Il a peut-être été le premier roi des réseaux sociaux à être détrôné, mais il ne serait pas le dernier. Alors que Friendster montrait nos liens par connaissance commune, MySpace a prouvé que nous étions tous reliés à une seule personne, Tom. Également lancé en 2003, MySpace a rapidement dépassé Friendster en tant que principal site de réseau social, offrant des profils personnalisables, de la musique et des vidéos intégrées. Et surtout, la possibilité de classer vos 8 personnes préférées. Vous n'aviez plus à douter que votre meilleur ami l'était vraiment, c'était gravé dans le marbre, en binaire. En 2005, Rupert Murdoch a acheté MySpace pour plus de 500 millions de dollars dans l'intention d'en faire une plateforme pour le contenu de Fox. Mais en 2008, Facebook l'a dépassé en popularité, principalement parce que les jeunes l'ont abandonné pour quelque chose de plus brillant et de nouveau, une tendance qui allait se poursuivre indéfiniment. En 2011, le site a été acheté par Justin Timberlake pour seulement 35 millions, soit 6% de ce que Murdoch avait payé quelques années plus tôt. Finalement, MySpace a perdu tout son contenu antérieur à 2016 après une migration de serveurs défectueuse. Donc ne t'inquiète pas, tous tes messages embarrassants ont disparu à jamais. Autrefois très populaire, Digg permettait aux utilisateurs de partager des liens et de voter pour eux, soit en les digueur vers le haut, soit en les barry vers le bas. Lancé en 2004, le site est devenu extrêmement populaire en 2008 avec plus de 236 millions de visiteurs par an. Digg a commencé à décliner après des cas d'astroturfing. Lors d'une opération de piège, un utilisateur a été banni pour avoir été payé afin de promouvoir une histoire, ce qui est sans doute l'une des choses les plus cool pour les geeks. Malgré cela, des entreprises de type Pay4Dig ont surgi partout. Le contenu sponsorisé est devenu monnaie courante. Mais au milieu des années 2000, c'était nouveau et mal vu, pas routinier et mal vu comme c'est le cas aujourd'hui. Une refonte désastreuse en 2010 a provoqué un exode massif des utilisateurs vers Reddit et le nombre de visiteurs du site a chuté de 90% en seulement 2 ans. Le site tente actuellement une relance. Lancé en 2000, un mini-clip était un site d'hébergement de jeux qui permettait aux utilisateurs de jouer à plus de 400 jeux différents, dont son plus populaire, le billard 8 boules, Ducilelan, et l'incontournable classique de l'enfance des milléniaux, Club Penguin. Mini-clip était une distraction bienvenue pour tous ceux qui cherchaient à échapper à la monotonie du travail, au stress de l'école ou au fardeau sans fin qu'est l'existence moderne. Bien que le site existe toujours, il s'est tourné vers les jeux mobiles au cours des 2 décennies suivantes et il a effectivement fermé en 2022. Il y a peu de choses plus emblématiques de l'Internet du début des années 2000 que les parodies des messages de prévention G.I. Joe. Ces vidéos légendaires ont offert certains des repères culturels les plus durables de l'époque, comme les sandwichs à la côtelette de porc et Qui veut un massage. De l'art de haut niveau, en effet,
Le site qui a vu naître ces bizarreries était A-Bombs World, fondé en 2001 et nommé d'après son fondateur, Eric Baumann. Des enfants du monde entier s'envoyaient des messages instantanés. Les vidéos des Jaws et d'autres en ont fait l'un des premiers sites de vidéos virales et le dépôt en ligne préféré pour les mèmes et autres contenus. Le site était tellement populaire qu'en 2006, la chaîne USA Network a prévu de créer une version télévisée de l'émission. Cependant, des allégations fréquentes de contenu volé et de violations de droits d'auteur ont finalement rattrapé le site. Et bien qu'il existe toujours, son influence sur la culture Internet s'est dissipée. Les jeunes ont finalement cessé ces téléchargements. Salut, historien bizarre. En fouillant dans nos archives, nous avons déterré tout un tas de vidéos qui étaient tout simplement trop controversées pour les règles de YouTube. Qu'il soit donc clair que nous créons officiellement un niveau d'abonnement Weird History. Vous voulez savoir ce qui s'est passé juste après que JFK ait été abattu, ce sera inclus. Découvrez aussi notre vidéo sur l'échec de Dare, plus important qu'on ne le croit, ainsi qu'un récapitulatif des 8 membres majeurs du Club des 27, la découverte archéologique qui a résolu le mystère des Romanov et à quoi ressemblait la vie sous l'occupation nazie. Alerte spoiler, c'était vraiment terrible. Pour seulement quelques dollars et 99 centimes par mois, vous aurez accès à toutes ces vidéos réservées aux membres et vous pourrez donner votre avis sur tout nouveau contenu plus mature ou non censuré que nous produirons pour les membres. À l'avenir. En devenant membre, vous soutenez la création de vidéos passionnantes comme Timeline. De nombreux projets sont en préparation dans notre laboratoire. Pour clarifier, ce bonus concerne seulement des vidéos non conservées sur la chaîne principale. Nos publications habituelles resteront gratuites chaque semaine. Pour devenir membre officiel de l'équipe Weird History, c'est la démarche à suivre, j'espère vous y voir. Créé en 2000, un StumbleUpon envoyait aléatoirement les visiteurs sur des sites web ajoutés par les utilisateurs qui pouvaient voter pour ou contre chaque site, créant un algorithme qui a évolué pour devenir les flux de contenu sans fin d'aujourd'hui. Le site permettait une immense découverte et aventure à travers le Far West sauvage des années 2000, Internet, et en 2008, comptait plus de 5 millions d'utilisateurs. Avec la popularité croissante des réseaux sociaux et l'uniformisation du contenu Internet, les gens ne voulaient plus découvrir des choses par hasard. Et en 2011, l'entreprise a supprimé des années de contenu, entraînant une refonte majeure qui a provoqué une baisse de 25% du trafic avant de fermer définitivement en 2018. StumbleUpon avait trébuché. Après avoir vu la bande-annonce d'à la rencontre de Forrester où Sean Connery crie passionnément « C'est toi l'homme, maintenant mon gars », Max Goldberg a enregistré le domaine qui est finalement devenu YTMND, une plateforme pour du contenu généré par les utilisateurs. La culture du site reposait sur des images ou vidéos absurdes avec une boucle sonore, souvent issue de la pop culture. L'un des plus populaires était la chanson Picard, un rythme électronique entraînant accompagné d'un extrait où Patrick Stewart se présente comme le capitaine Jean-Luc Picard de l'USS Enterprise. Le tout superposé à une mosaïque du personnage. Oui, c'était tout, rien de plus. Aussi ridiculement stupide que soit souvent le contenu du site, il est rapidement devenu une sensation apparaissant dans des articles de Reuters, du Washington Post et du New York Times. C'était si populaire que son nom est apparu dans une question de Jeopardy. Malgré des mèmes toujours présents dans le lexique internet, où serions-nous sans les pattes de maman ? En 2016, Goldberg a annoncé la fermeture du site, qui a ensuite subi une grave défaillance de la base de données. Cependant, YTMND a relancé en 2020 et reste la destination privilégiée pour du contenu engageant et réfléchi, comme Super Mario souffrant d'une diarrhée douloureuse et R.I.M. chantant sur la musique de Megaman. En 1999, Napster a changé le monde du divertissement à jamais, permettant aux utilisateurs de télécharger gratuitement, mais pas légalement, je précise, à peu près n'importe quelle chanson ayant jamais existé. Donc naturellement, comme tout ce qui est beau dans ce monde, cela a été détruit. Internet était furieux. Comme tout ce qui est beau ici, c'est revenu, mais avec de la pornographie. Avec le transfert de fichiers peer-to-peer désormais bien établi sur Internet, d'autres applications comme Napster ont poursuivi cette activité illégale. Le premier grand successeur fut LimeWire. Alors que Napster se limitait aux fichiers musicaux, LimeWire a élargi le buffet de médias gratuits pour inclure la vidéo, autrement dit, du porno et d'autres types de fichiers, aussi du porno.
et grâce à son interface conviviale, il est devenu le service post-Napster le plus populaire. Cependant, c'était un véritable festin pour les virus, puisqu'une enquête a révélé qu'un tiers de tous les fichiers sur le service contenaient une forme de malware. Si vous ne faisiez pas attention, télécharger un fichier mal étiqueté, comme par exemple Blinkcent 82 When I Come Around, pouvait donner à votre ordinateur une maladie vénérienne numérique incurable. Finalement, l'industrie musicale a rattrapé LimeWire, et en 2010, un procès a forcé le fondateur Mark Gorton à payer plus de 100 millions de dollars aux maisons de disques, et le site a été fermé. Pour de bon vraiment, mais comme un jeu de taupe musicale gratuite, dès qu'un site disparaissait, un autre apparaissait à sa place. Un an après LimeWire est arrivé Kazaa, marquant la fin de la première génération des réseaux peer-to-peer. Kazaa a été créé par des programmeurs estoniens qui l'ont ensuite vendu à une équipe suisse et danoise au nom appétissant, qui a plus tard utilisé le logiciel de Kazaa pour créer Skype. Comme Napster et LimeWire, Kazaa a finalement été fermé par l'industrie musicale, mais contrairement à ces plateformes, la Recording Industry Association of America a pu poursuivre en justice les utilisateurs individuels pour le partage de fichiers, ainsi que Kazaa lui-même. Ces poursuites se sont multipliées et selon une estimation, jusqu'à 30 000 Américains ont été poursuivis pour avoir téléchargé de la musique à raison de 750 $ par chanson. Soudainement, ta bibliothèque mal organisée de milliers de tubes des années 90 te mettait dans le viseur. Pour des millions de dollars, cependant, la plupart des utilisateurs ont pu régler l'affaire pour environ 3 000 $. Aussi, comme Napster et LimeWire, Kazaa a essayé de devenir légal. Mais grâce à la menace d'un procès civil qui planait sur les utilisateurs, le magasin légal iTunes a explosé en popularité lors de son lancement en 2003, et les amateurs de musique n'ont plus aspiré de médias gratuits en illimité, du moins jusqu'à l'arrivée de The Pirate Bay. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Même si les services de partage de fichiers étaient démantelés comme des parrains de la mafia, les utilisateurs étaient toujours accros à la musique gratuite et avaient jamais besoin de leur dose. Voici Last.fm. Fondé en 2000, Last.fm était à l'origine une radio internet et un site communautaire musical, utilisant des profils musicaux similaires pour générer des playlists. À la même époque, un étudiant en informatique en Angleterre a créé Audio Scrobbler, un système de recommandation musicale. Le scrobbling, qui n'est curieusement pas un gros mot malgré sa sonorité, traite des informations liées aux personnes, à la musique et à d'autres données. Ces deux entreprises ont fusionné en 2005 pour devenir le Last.fm que les gens connaissaient et aimaient scrobbler. Ça paraît vraiment louche. Les informations étaient stockées sur une base de données en ligne où les utilisateurs pouvaient personnaliser leur profil via les boutons « J'aime » et « Bannir ». Cela permettait aux auditeurs de se connecter avec ceux aux goûts similaires, réunissant les amateurs de musique pour se scrobbler. En 2009, Last.fm est devenu un service basé sur l'abonnement et le trafic a chuté de façon spectaculaire. Les services de streaming comme Spotify et Apple collectent toujours des données pour recommander de la musique. Les auditeurs en bénéficient et bien que les créateurs soient peu rémunérés, ces services gardent des millions d'abonnés. Cela signifie que dans l'industrie musicale, fans et artistes continuent d'être scrobblers. Alors qu'en pensez-vous et étiez-vous un habitué de l'un de ces sites oubliés? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History.